vais vous présenter les résultats à 2 ans d'une étude concernant un nouveau stent avec du sérolimus sur des lésions fémoro-mobilité. Alors, pourquoi cette étude? Donc, il a été prouvé dans la littérature que l'efficacité des molécules antiprolifératives comme les plaquettes XL c'était efficace sur les lésions de moyenne et courte distance par rapport à un stent simple, que le polymère de notre étude c'était efficace pour la diffusion du produit, mais que ça avait des propriétés quand même inflammatoires au niveau des artères. Il y a déjà eu des études avant sur le sérolimus et l'élémolimus, qui sont des inhibiteurs de mTOR. No device connected. Okay. Mais en fait, il y avait un haut taux de resténose après un résultat efficace au début. Et en ce moment, le problème qui se pose, c'est que le Plastexel, après une méta-analyse, ça a été mis en évidence qu'il y a une mortalité très controversée. Donc, c'est la recherche d'une alternative pour les lésions en périphérique, parce que les inhibiteurs de mTOR sont beaucoup utilisés pour les stents au niveau cardiaque, mais il n'y avait pas de preuve d'efficacité en périphérique. Donc là, c'est le nouveau stent qu'ils proposent. Donc c'est un stent qui est en nitinol, qui est self-expandable, avec des réservoirs au niveau vraiment de la paroi extérieure du stent, qui contient donc le sérolimus plus des acides gras, qui du coup augmenterait la biodisponibilité et la perméabilité à long cours. Et enfin, il y a une troisième innovation, c'est que au-delà du nitinol qui forme le stent, c'est recouvert de carbone qui du coup permettrait une hémocompatibilité plus favorable. Donc, c'est une étude qui est prospective. Ils ont inclus 100 patients dans 10 centres en Europe et il n'y a pas eu de comparaison de fait, il n'y a qu'un seul bras. Voilà. Pour sélectionner les patients, c'était une lésion ou plus de nouveau ou une resténose pour des lésions au-dessus du genou, fémoro-mobilité. Les critères d'inclusion, c'était du coup un Rutherford entre 2 et 4, un IPS inférieur à 0,9. Et les critères artériographiques, c'était le coup moins de 14 cm avec une sténose plus de 50% et une artère d'aval perméable pour pouvoir permettre une revascularisation satisfaisante. Voilà. Il y a eu déjà des résultats à 12 mois qui ont été publiés, d'où le truc, et d'où l'arrêt, et là c'est à 2 ans. Donc ça c'est les caractéristiques des patients qui globalement sont comme les patients vasculaires, diabétiques, fumeurs, prédominance d'hommes avec un âge moyen de 67 ans. Et les lésions étaient décrites avec une longueur moyenne de 5,7 cm chez les patients. Donc la prédilatation, c'était normalement avec un ballon au minimum de 0,5 mm de moins que le stent prévu. La prédilatation, elle a été faite dans 88% des cas. Et la post-dilatation, c'était vraiment à la discrétion de l'opérateur. Et ça a été fait dans 88% des cas. Pardon, la prédilatation, c'était 91% et la post-dilatation, 88%. Et il y avait une procédure spécifique avec une dose de charge d'antiagrégants plaquettaires et après des antiagrégants plaquettaires au long cours pendant au moins 3 mois. Je vous ai épargné les dosages, mais c'est ce qu'on fait habituellement. Donc les critères, c'était surtout sur la sécurité et l'efficacité. Donc la sécurité, c'était un critère composite, donc c'était soit la mort toute cause, l'amputation du membre, une ischémie ou une réintervention chirurgicale sur l'artère opérée. Une réintervention pour une sténose de plus de 50% dans la lésion traitée à 5 mm plus ou moins après des symptômes, donc c'est le CDTLR, vous avez mis la définition en bas, et un Rutherford empirant de 2 classes ou atteignant 5 ou 6 et le Walkinger questionnaire. Voilà. Et après l'efficacité, c'était la perméabilité primaire, donc pas de réintervention après symptômes, ou une resténose
binaire, qui est un rapport de visée systolique de pointe de 2,4, qu'ils ont étendu dans une analyse secondaire à 2, qui a montré une légère différence, mais pas significative. Donc les résultats, finalement, c'est qu'à 2 ans, la maladie primaire est à 83%, et l'absence de réintervention après symptomatologie était à 93%. En tout, il y a 6 patients qui ont été revascularisés, dont un qui a été traité chirurgicalement. Il n'y a pas eu d'amputation majeure, il n'y a pas eu de mort liée au stent. Il y a eu 3 morts, mais de complications cardiaques et de cancer. Donc, ils ont été plutôt satisfaits des résultats globalement. Après, les scores, du coup, pour vraiment la clinique et les résultats, c'est que globalement, plus de 80% ont eu un Rutherford amélioré de 2 classes, qui du coup deviennent asymptomatiques ou peu symptomatiques, et que le weak score était aussi en amélioration. Et comme l'a dit Measurement, avec des pourcentages entre 80 et 90%. Donc, il n'y a pas de comparaison, donc c'est juste la perméabilité d'amélioration clinique. Donc, dans la discussion, c'est vrai qu'il compare que l'étude qui est ici Illumina et aurait des résultats comparables à Imperial ou Battle, qui comparent des stents du coup avec du paclitaxel et deux stents paclitaxel et méta-paclitaxel. Mais il n'y a pas de comparaison possible en soi, puisque les patients quand même ne sont pas vraiment comparables, mais que, on va dire, dans une tranche de 60 à 90% de perméabilité primaire après les stents, c'est que eux se trouveraient dans la partie haute à plus 90% de perméabilité. Mais bon, c'est pas vraiment comparable, ils évoquent ce fait. Et il y avait une étude précédente, comme je vous avais dit, qui montrait des hauts taux de resténose après un bon résultat initial par rapport à un métal simple. Donc voilà, là on est encore à 2 ans, ce qui est plutôt court en soi. Donc ils admettent qu'il y a une possibilité que ça change comme ça a été fait dans l'étude. Et enfin, que c'est quand même une alternative qui est potentielle au paclitaxel, mais qu'il faudra faire du coup des études comparatives, puisque là c'est sans comparaison. Donc les limites, c'est qu'effectivement c'était un seul bras, donc pas de comparaison par rapport à ce qui se fait aujourd'hui dans les services. Que finalement les lésions c'était 5,7 cm la lésion moyenne, que les patients ils excluaient les stades avec de l'ischémie critique, donc 5 et 6, qui est quand même des patients peu graves, qui n'avaient que 30%, enfin c'est que mon avis personnel, mais qui n'avaient que 30% de tumeurs, que 30% de diabétiques, 10% de patients avec de l'insuffisance rénale, donc des patients pas trop sévères et des lésions peu sévères aussi, et que le suivi est toujours en cours et qu'il y aura sûrement des études qui doivent en faire d'autres et un suivi plus long. Voilà. Merci, toi. Et remarques. C'est une étude de safety, quoi. Non, c'est. La perméabilité primaire et les safety, Ouais. pour l'instant, globalement, ce qu'ils en concluent, c'est qu'il n'y a pas eu d'événements majeurs indésirables et qu'il y a plutôt une perméabilité qui se reflète à le reste de la biblio qu'on peut trouver sur d'autres stents avec des effectifs. Ouais. Oui, mais c'est vrai que le critère finalement qu'on attend peut-être plus en premier, vu qu'il n'y a pas de comparaison, c'est le côté safe, quoi, la sécurité de son molécule qu'on utilise peut-être moins dans les membres inférieurs et qui du coup a vraiment des doses plus importantes. Non, le dosage, on a une idée, parce que par rapport à la cardio, c'est probablement je sais pas. Je sais pas du tout. Il ne mettait pas le dosage dans. Enfin, je n'ai pas trouvé en tout cas, mais pour parler de l'échec précédent sur le périphérique, il parlait que c'était potentiellement un problème de dosage ou un polymère qui n'était pas adapté et que du coup, avec les acides gras et une dose plus forte, il y aurait potentiellement un meilleur résultat dans cette étude. D'accord. Donc en fait, il veut répondre à la question de l'échec précédent. Voilà. Trouver, c'est comme ça qu'il explique, parce que l'échec précédent, ils font, je pense, référence aux Sirocco. Ils n'ont pas donné l'étude, je crois. C'est l'étude des années 2004, je crois, 2005, où effectivement, il y a eu un échec. C'est ça, ils mettent soit c'est des problèmes de peu de dosage, polymère,
ou alors une élution inappropriée sur la cinétique. Ah, c'est contrôlé, donc il faut le. On utilise déjà un petit peu ces drogues des mus, ces drogues cytostatiques. Et on utilise un peu déjà en périphérique des stents de volume expandable qu'on utilise, par exemple le Xios, et un stent Adevorius. Déjà. Et c'est vrai qu'on fait moins la superficielle, c'est que l'accès qu'on utilise plus. Pour en dire juste ta remarque là, sur les lésions un peu sévères, c'est toujours à peu près le même profil lorsqu'ils font des études sur des lésions, des clinicants, on trouve des lésions qui font 7 à 8 cm, à peu près 10% d'insuffisance rénale, enfin sévère, 30% de diabétique, c'est à peu près. Et dès qu'on monte en symptomatologie, en ischémie critique, on aura des patients un peu plus âgés, puis surtout avec des facteurs de risque plus importants. Donc c'est assez cohérent par rapport à ce qui existe déjà. Ça. D'accord. Et j'ai juste une question, c'est bête, mais ils ont développé du coup le stent entre 6, 7, 8 cm, enfin, centimètres de diamètre, 7 mm, pardon. Et par exemple, comme c'est fémoro-buté, ils n'ont pas fait 5. J'ai l'impression qu'on mettait parfois les 5, parce qu'il y a potentiellement une explication, parce qu'ils ne le détaillent pas. Il y en a moins quand même des 5 globalement. Et Je sais qu'on n'en a pas beaucoup. Hein. C'est une très bonne remarque. Je trouve que c'est un des problèmes des stents actifs actuellement. Il y en a deux, d'un point de vue technique. C'est qu'il n'y a pas de 5 mm et qu'on veut étendre les lésions. Et là, il n'y a pas. Et il n'y a pas de grande longueur. C'est une longueur maximum, c'est 12 cm, que ce soit zébien ou ça tient à une chose, c'est qu'en fait, ils ont des problèmes techniques. C'est qu'on a déjà eu le problème du sel de frottement sur des grands stents avec des anatomies un petit peu tortueuses. Le simple fait de rajouter une couche de polymère et de drogue, ça augmente l'épaisseur du stent. Et du coup, quand tu te retrouves avec des stents plus longs, par exemple 15 cm, la friction entre la gaine et le stent est extrêmement importante. Il suffit qu'il y ait une anémie un peu tortueuse, et à ce moment-là, la gaine externe pète au relais. Donc, ils ont un problème technique actuellement, ils n'arrivent pas à faire des stents actifs plus longs à cause de ça. Il faut simplement un problème technique de faire, autrement, ils sont obligés de faire des KT de 7 ou 8 French, mais ils n'arrivent pas à faire en 6. Ils sont un peu coincés tous, hein, et ici, actuellement, la limite majeure, c'est qu'il ne faut pas les stents trop longs. D'accord. C'est un problème d'ingénieur. Celui-là ira jusqu'à 150. Alors, effectivement, parce qu'il il a des actions chez nous. Il a des niches. Donc, la drogue, elle n'est pas donnée sur le stent, elle est donnée dans les niches. Oui. Ce qui fait qu'effectivement, je pense qu'il peut certainement, il y a moins de friction, parce qu'il y a moins de drogue sur le stent. C'est ça. Ok. Bon, ensuite, ils prévoient une étude comparative avec. Ils disent que ce serait largement bien de le faire, mais ils n'ont pas fixé d'études. En tout cas, c'est pas la conclusion. Mais ils souhaitent en faire. Ça vous limite toujours de paclitaxel et le risque de sécurité de paclitaxel ou pas? Non, du tout. Du tout.